Depuis plusieurs années et sans crier gare, l'école républicaine est attaquée dans ses fondements. L'actuel gouvernement n'est pas en reste. Dans le même temps, les enjeux tels l'écologie, la démocratie, les solidarités s'affirment avec urgence dans le débat public. Ils appellent donc à repenser l'école. La France insoumise, avec un collectif de chercheurs et de professionnels de l'éducation, souhaite apporter sa contribution aux nombreux débats sur ce sujet. Parfois anciens, ces débats retrouvent toute leur nécessité et leur urgence à l'aune de la bifurcation de nos sociétés. Moi, je suis ancien élève, voilà. Et puis, à côté de ça, j'ai été enseignant dans le premier degré, en classe unique, dans la banlieue parisienne. J'ai été enseignant en lycée de philosophie. J'ai été enseignant en français en collège. Et puis, j'ai été enseignant à l'université et j'ai été également formateur d'enseignants, directeur de l'Institut national de recherche pédagogique pendant une petite période et directeur d'un institut universitaire de formation des maîtres. Chose importante pour moi, j'ai été vice-président de la région Rhône-Alpes délégué à la formation tout au long de la vie et à ce moment-là de mon existence, j'ai pu découvrir toute une face cachée de l'éducation nationale, que sont ces jeunes décrochés du système, pris en charge par les missions locales, mal pris en charge par les missions locales, tous ces jeunes de 16 à 18 ans qui ont peu de dispositifs qui leur permettent de se raccrocher à quelque chose et qui me semblent devoir faire l'objet aujourd'hui de toutes nos attentions. Il y a là un vide, y compris un vide en termes de dispositifs juridiques pour les 16 à 18 ans, qui sont qui ne sont pas encore dans la majorité juridique, légale, mais qui ont déjà quitté l'école et qui sont souvent en grande détresse et parfois complètement largués. Voilà, j'y reviendrai un tout petit peu, mais c'est pour dire qu'il y a un angle mort là que j'ai découvert un peu tardivement, que je connaissais mais que j'ai travaillé un peu tardivement et qui aujourd'hui est l'objet de beaucoup de préoccupations de ma part. Voilà, je m'arrête là. À côté de ça, j'ai travaillé beaucoup sur les questions d'histoire de la pédagogie et de philosophie de l'éducation essentiellement. Merci. Je suis Rodrigo Arena, je suis père de 4 enfants, scolarisé dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis. Et je suis actuellement élu au sein du conseil d'administration nationale de la FCPE à la coprésidence, puisque nous avons à la FCPE une coprésidence paritaire homme-femme. C'est notre engagement dans cette orientation qui est propre à nos valeurs et que nous souhaitons intégrer dans notre fonctionnement. C'est-à-dire que la parité femmes-hommes, c'est pas juste le dire, mais c'est aussi le faire. La figure de l'enseignant. Après les hussards de la République et leur valeur d'exemplarité, quelle devrait être la figure de l'enseignant dans ce monde en crise? Quelle mission et quelles transformations éventuelles? Je viens commencer, la question est très vaste, Dominique. Peut-être pour commencer, dire que je me situe dans mon analyse là, dans la continuité de quelqu'un qui nous est cher, à Rodrigo et à moi-même, qui est Bernard Stiegler, qui a travaillé avec Ars Industrialis depuis plusieurs années maintenant sur la question de la prolétarisation d'un certain nombre de métiers, dont le métier d'enseignant. Et je pense que nous avons assisté à une prolétarisation effective du métier d'enseignant. Alors, cette prolétarisation, bien sûr, relève du niveau de salaire, relève du statut social, mais elle renvoie aussi d'une manière extrêmement forte euh, au statut de l'enseignant, y compris au statut par rapport à sa hiérarchie en amont et à sa classe en aval, si je peux m'exprimer ainsi. Bernard Stiegler rappelait que Marx n'a jamais dit, bien sûr, que l'ouvrier était un prolétaire. Il a dit que l'ouvrier avait été prolétarisé par la machine à partir du moment où on a mis l'ouvrier au service de la machine et où ça n'a plus été la machine qui était au service de l'ouvrier. Le début de cela, ça a été évidemment les 3-8 au moment où on a voulu rentabiliser absolument les investissements dans les machines-outils en faisant travailler 24 heures sur 24 les ouvriers. Il me semble qu'aujourd'hui, nous assistons à un mouvement de fond qui est d'ailleurs pas spécifiquement français, qui est international à mes yeux, qu'on peut assez bien dater d'ailleurs. Pour ma part, j'en situe le début dans les années 1990-2000, avec dans les années 2000 une clarification, y compris à travers un certain nombre de
publications et de textes, je pense à ceux de l'OCDE, mais pas seulement, nous assistons à un mouvement vers un enseignant qui serait au fond celui qui, dans un système, distribuerait serait, alors je vais m'exprimer autrement, qui serait chargé de mettre en œuvre des procédures validées scientifiquement par des laboratoires standardisés et chargés de faire réussir chaque élève dans toutes les situations. Si on prend par exemple le dispositif qui s'appelle EvalAid, qui est aujourd'hui piloté par la DGESCO et qui est censé permettre aux enseignants de remédier à toutes les difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture, eh bien, on voit que ce qui est au cœur de ce dispositif, c'est cette idée-là, cette idée qu'on procède à des tests, qu'on identifie des difficultés ou des problèmes chez les élèves, que l'enseignant, à partir de cette identification, est renvoyé à une symptomatologie, parfois même une symptomatologie médicalisée, et ensuite à des protocoles ou des procédures standardisées qui ont été validées dans des laboratoires avec la bénédiction des neurosciences. On a là une prolétarisation de fait de l'enseignant, prolétarisation dans son comportement. Il n'est plus un concepteur, il devient un simple exécutant dans un système de mise en concurrence où il est chargé d'exécuter le mieux possible des procédures qu'il ne maîtrise pas et qui sont censées garantir la réussite de tous. Alors, par rapport à cet enseignant exécutant, qui, me semble-t-il, apparaît dès les années 90 et qui prend son essor à partir de 2000, et en particulier avec l'hégémonie des évaluations PISA, il me semble qu'il faudrait retrouver l'idée d'un enseignant concepteur, soit un véritable intellectuel qui maîtrise à la fois évidemment les savoirs qu'il transmet, mais aussi les procédures d'apprentissage et qui soit capable de construire des situations d'apprentissage, de les gérer, de les réguler, de les orienter pour permettre à chaque élève d'accéder au savoir. Alors, si on veut lui donner, comme c'était le cas pour les hussards noirs de la République que tu citais, Dominique, quelques finalités simples, on pourrait en donner deux. En tout cas, c'est les deux que je retiens et sur lesquelles je travaille pour ma part. Évidemment, la première qui me paraît particulièrement d'actualité, c'est celle des Lumières. C'est celle que Kant définissait quand on lui demandait de dire ce qu'étaient les Lumières. Ose penser par toi-même. À l'époque des théories du complot, oser penser par soi-même est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental et d'essentiel, en particulier parce que cela oblige à ne pas se satisfaire des dogmes, des savoirs faciles et superficiels qui se construisent une représentation du monde à travers des logiques de bouc émissaire, par exemple. Mais penser par soi-même consiste à continuer à travailler, à chercher. Voilà, donc aider chaque élève à penser par soi-même, c'est-à-dire mettre chaque élève en position de chercheur. Et je dirais de chercheurs en permanence et pas en s'arrêtant à des savoirs qui apparaîtraient définitifs et constitués, puis construire du commun, parce que je crois que nous ne pouvons pas avoir d'école et de société sans construction du commun. La difficulté étant évidemment de conjuguer les deux impératifs, penser par soi-même, c'est-à-dire accueillir chacun dans son individualité et promouvoir cette singularité qui fait de lui une personne particulière, singulière, éminemment respectable, et en même temps aider tous ces enfants, tous ces êtres humains à construire du commun et à dépasser la simple juxtaposition des intérêts individuels pour comprendre que le bien commun est tout à fait autre chose que cette juxtaposition et qu'en tant que citoyen, il sera amené un jour à participer à la construction du bien commun. Et que il s'agit d'un commun sans exclusive ni exclusion. J'entends bien que la solidarité, elle peut exister entre des enfants harceleurs, elle peut exister entre des terroristes, elle peut exister à tout un tas de niveaux. La solidarité du commun que je suggère, c'est une solidarité sans exclusive ni exclusion.
c'est-à-dire c'est une solidarité qui a pour vocation l'universalité de la solidarité et qui appelle chaque être humain à être solidaire avec ses semblables dans un destin commun que nous partageons sur cette planète. C'est donc le refus de toutes les formes de solidarité étriquée, de tous les communs qui sont des communs identitaires au sens du repli sur soi, et c'est l'ouverture vers une solidarité qui est toujours ouverture vers l'altérité et qui ne tolère aucune exclusive ni aucune exclusion. Nul ne peut être exclu de la solidarité et du commun. Chacun est appelé à ce partage, non pas d'une manière colonialiste en se soumettant à ma propre définition du commun, mais parce que je m'expose à lui et que ensemble, par ce qu'il m'apporte et par ce que je suis, nous enrichissons le commun que nous constituons. Et c'est cette rencontre-là, cette rencontre sans limite, sans exclusive ni exclusion, qui pour moi constitue le commun dans ce qu'il a d'éminemment désirable, y compris, c'est évoqué dans le sujet quand on parle d'écologie par exemple. L'écologie pour moi, c'est bien la construction du bien commun, c'est pas simplement un certain nombre de gestes, bien sûr c'est un certain nombre de gestes qu'il faut réaliser, trier ses déchets, etc. Mais c'est aussi la conscience que nous sommes embarqués dans un destin commun, que ce destin commun lie les humains et la planète et que chacun a une responsabilité dans ce destin commun. Je m'arrête là. Je ne vais pas reprendre un certain nombre de concepts qu'a développé Philippe, puisque c'est tout un système de pensée qu'il a fait état et pas simplement une réponse à une question. Et c'est important de dire qu'il y a des systèmes de pensée qui ne s'opposent pas, mais qui s'interrogent. Parce que c'est en s'interrogeant qu'on arrive à trouver des pistes et définir les enjeux auxquels sont confrontés les enseignants. Par exemple, je vais en évoquer quelques-uns. Donc, je ne reviendrai pas sur tout le système de pensée quand Philippe convoque Bernard Stiegler sur la prolétarisation de l'enseignant, qui est notamment liée dans l'époque moderne dans laquelle nous sommes, à l'automatisation de son métier via l'utilisation des outils numériques qui accélère, mais qui, comme le dit Philippe très justement, n'a pas commencé avec la numérisation de la société. Cette accélération, elle amène aussi d'autres pendants qui sont la nécessité de commercialiser l'école. Car si on ne comprend pas que l'école doit être commercialisée, c'est-à-dire être soumise à la fois à la privatisation d'un pan de l'école publique par les revenus des parents, leur capital culturel, leur capital social, leur capital financier et leur capital de réseau, qui est quelque chose qu'il faut appréhender différemment que dans les années 80-70 aujourd'hui, on aura du mal à comprendre ce à quoi sont confrontés les enseignants aujourd'hui, car eux-mêmes sont confrontés aux mêmes difficultés que l'ensemble de la société. Nous ne sommes plus dans cette image d'Épinal où l'enseignant aurait prise sur des systèmes auxquels eux-mêmes sont soumis et qu'ils ne comprennent pas. Ils ne le comprennent pas par bêtise. Ils ne le comprennent pas car personne ne sait réellement quel est l'impact du numérique sur la société, que ce soit à la fois d'un point de vue de la maîtrise d'une technologie, mais aussi en termes de ce que ça provoque comme impact sur la santé publique. Cette question santé publique est transversale à l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Elle est transversale aussi aux ensembles des générations. Par exemple, en Asie du Sud-Est, où il y a un recul plus important et une étude aussi plus importante que dans nos pays par rapport aux impacts en termes de santé publique, l'utilisation des outils numériques sur les enfants jeunes est interdite. Et les parents peuvent être poursuivis légalement s'ils font usage de façon trop intensive au niveau des enfants l'utilisation de ces outils-là. Car il y a un impact, Philippe a rappelé les questions neurologiques, il y a un impact en termes de santé publique sur l'utilisation de ces technologies, ce n'est pas anodin, et elle contribue à désapproprier les enseignants de leur savoir-faire, de leur savoir-être et de la place qu'ils occupaient dans la classe. Nous pensons, dans notre fédération, que les enseignants sont la colonne vertébrale de la République. Elles en sont la colonne vertébrale car ils sont censés, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans l'école, elles sont censées éduquer les enfants à ce qu'on appelle les valeurs de la République.
Les valeurs de la République, ce n'est pas simplement liberté, égalité, fraternité, laïcité qui est épinglée, heureusement d'ailleurs, sur les frontons des écoles. C'est quelque chose qui s'interroge, qui se vit et qui doit être approprié par les enfants et y compris par les adultes, parfois. Quand je dis ça, nous pensons que l'enseignant a cette figure un peu heideggerienne. Il est le berger de lettres des enfants. C'est-à-dire qu'il les amène d'un état social vers un autre et que l'éducation a cette fonction. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans les années 30, la France est passée du ministère de l'Instruction nationale au ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que l'école n'a pas seulement pour mission d'instruire, ça serait la réduire à peau de chagrin. Elle n'a pas simplement pour mission d'apprendre à lire et à compter. Elle a aussi un rôle éducatif pour les enfants, car si nous considérons que l'école forme aussi des citoyens en devenir, alors elle a pour mission de les éduquer à qu'est-ce que veut dire être citoyen. Et en cela, on rentre dans un concept, puisque nous sommes dans une audition de l'Assemblée nationale qui a un côté législatif, nous rentrons par exemple dans ce qu'est la loi de 2013-2014, qui est la loi de coéducation. La France considère, depuis maintenant 2013-2014, que les parents ont un rôle éducatif pour les enfants, c'est évident, que les enseignants en ont aussi un, c'est évident par rapport à ce que j'ai essayé d'exprimer à l'instant, mais que enseignants et parents doivent travailler ensemble, car après tout, ils ont la mission d'éduquer un même être social qui est l'enfant. Et à ce titre-là, ils doivent travailler ensemble. Donc, contrairement à ce que dit le président de l'Assemblée nationale, la mission de l'école n'est pas de foutre dehors les parents, qu'ils foutent la paix aux enseignants, au contraire, c'est de s'intéresser y compris à la pédagogie, non pas pour prendre la place de l'enseignant, mais pour comprendre ce qui se fait dans la classe, car si l'enseignant et le parent ne savent pas travailler ensemble, ne savent pas communiquer, la seule victime, c'est l'enfant. Et nous serons les uns et les autres en échec, car si l'enseignant ne comprend pas ce qui se fait à la maison, d'un point de vue éducatif, dans un travail évidemment bienveillant et coopératif, et que le parent ne sait pas ce qui se passe dans la classe d'un point de vue de l'éducation de son enfant, alors tout ça est bancal. Je m'explique. Si dans une famille, on éduque un enfant dans des rapports de domination masculine, heureusement qu'il y a l'école. Et il n'y a que l'école pour apprendre à cet enfant que peut-être à la maison, on peut apprendre la domination masculine, mais qu'en l'occurrence, c'est illégal. Et on en revient au droit. C'est-à-dire que la coéducation n'est pas une loi pour faire plaisir aux parents et n'est pas une loi pour embêter les enseignants. Elle est une loi constitutive du fait que les adultes qui ont en charge l'éducation d'un enfant en tant qu'un adulte en devenir doivent travailler ensemble pour finalement qu'ils puissent faire société avec leurs camarades de classe, mais aussi avec les adultes qui sont là pour les accompagner dans leur devenir. Et il semble que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très contesté, très interrogé, car on est en train de réinterroger des lois au regard de l'émotion, mais pas au regard de l'éducation dont doivent être destinataires nos enfants. Une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est quels sont les droits des enfants? Parce qu'aujourd'hui, l'enfant n'a pas de droit dans l'école. C'est une zone de non-droit pour l'enfant. Je m'explique. Le temps de travail d'un parent, d'un adulte, d'un enseignant est régulé par le Code du travail. C'est-à-dire qu'un enseignant doit travailler un certain nombre d'heures, que ce soit devant élèves ou en dehors d'élèves pour préparer les cours, corriger les copies. On connaît tous ces images-là. L'enfant, lui, est en dehors du temps du travail. Et d'autant plus avec le numérique. Le confinement a révélé cela. Le confinement a révélé que non seulement les enfants devaient travailler le temps qu'ils devaient passer dans la classe avec l'enseignant, mais qu'ils devaient aussi travailler en dehors du temps scolaire, pour certains 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car l'introduction technologique des outils numériques fait que le temps de travail est complètement hors régulation, car les enseignants eux-mêmes ont été dérégulés en introduisant l'outil numérique. C'est-à-dire que nous passons d'un enseignant qui était dans une position d'érudition vers un enseignant qui a un rôle éducatif, y compris aux outils qui sont utilisés pour faire atteindre les attendus programmatiques de l'éducation nationale, mais aussi les outils pédagogiques qui sont utilisés par les enfants. C'est-à-dire que, puisque nous sommes dans une audition de l'Assemblée nationale, la question du droit à la déconnexion des enfants est quelque chose de central. Si les enseignants, dans leur travail et dans la façon dont ils font passer
les programmes au niveau des enfants, avec les évaluations ad hoc qui y sont liées, ne tiennent pas compte qu'un enfant doit travailler, je donne un exemple hypothétique, de 8h à 19h et qu'ensuite l'école s'arrête, ça veut dire que nous, si nous ne faisons pas ça, nous acceptons que le temps de travail d'un enfant soit illimité. Et donc, nous provoquons à la fois un rapport peut-être de rejet de l'école, parce qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter, et aussi nous provoquons des questions de santé publique, car nous savons aujourd'hui, la science le dit, que ça a un impact en termes de santé publique et d'addiction des enfants face aux outils numériques. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que la question de la régulation de l'école est quelque chose de central, car elle permet de protéger à la fois l'élève, l'enfant, elle permet de protéger aussi les parents, et elle permet aussi de protéger les enseignants dans leur cadre de leur métier ou dans leur cadre de la fonction de parent qui a aussi un rôle éducatif. Donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement bousculés par l'impact du numérique, par l'impact du digital, parce qu'elle impacte à la fois la façon dont les enfants travaillent, Philippe l'a évoqué dernièrement, elle impacte la façon dont les enfants travaillent, et elle impacte aussi sur la place que jouent les enseignants, donc la nécessité aussi de prévoir au projet de loi de finances, excusez-moi, au PLF, la nécessité de former les enseignants. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir l'essentiel des enseignants qui se forment sur le tas, comme le disent certains recteurs, notamment pas de confinement. On ne peut pas continuer à avoir des enseignants qui se forment sur leur volonté et leur initiative, car nous ne parlons pas d'une série de dispositifs, nous parlons d'un système scolaire. Et une série de dispositifs et une série d'initiatives individuelles, aussi bienveillantes et volontaires soient-elles, ça ne fait pas un système scolaire. Et aujourd'hui, ce qui est interrogé, c'est le système scolaire et non pas les dispositifs qui sont votés dans plein de lignes de financement au niveau du PLF. Tout ça a vécu. Pour une simple et bonne raison, et je conclurai là-dessus, c'est qu'on ne peut pas penser l'école avec 12 millions d'élèves comme nous la pensions avec quelques centaines de milliers d'élèves. Et tous les discours que nous avons sur ceux qui disent que c'était mieux avant, c'est parce que ce sont des personnes qui, d'une certaine façon, ont une fainéantise intellectuelle, parce qu'ils continuent à penser une école qui se pense avec des centaines de milliers d'élèves alors que nous traitons 12 millions d'élèves. Et tout ça, ça change tout. Ça change le bâti, ça change le rapport dans la classe, ça change la formation des enseignants, ça change la formation des parents et ça change aussi ce à quoi nous interrogeons les enfants. Nous avons besoin d'une école qui s'organise, qui se finance et qui se structure pour penser les enjeux auxquels nos enfants vont être confrontés, car ils ont le devoir et la mission de sauver le futur que nous leur léguons. Et Philippe l'a dit très justement, par exemple en parlant de l'écologie. L'école et les inégalités. Comment faire pour que l'école ne transforme pas les inégalités sociales en inégalités scolaires? D'abord, ce que vous posez, M. Medioni, c'est la question des discriminations. Et il me semble que, d'ailleurs, l'époque dans laquelle nous sommes interroge cela. L'école française est d'abord une école du droit commun. Et aujourd'hui, beaucoup de dispositifs existent qui font du droit discriminant, qu'il soit discriminant positif ou discriminant négatif. Nous, je pense en tout cas, que nous avons intérêt à remettre du droit commun. Le droit commun, c'est la loi. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que si nul n'est censé ignorer la loi, encore faut-il la connaître. Et nous nous rendons compte que les adultes d'aujourd'hui, qui étaient les élèves d'hier, ne connaissent ni leurs droits ni la loi. Par exemple, la loi 1905 est très peu connue des parents d'élèves. Je pense par exemple qu'on dit souvent sur la loi de la laïcité, puisque ça, c'est beaucoup dans l'air du temps en ce moment, comme si avec cette loi qu'on devait réinterroger, notamment sur les sorties scolaires, que tous les parents ont le droit de faire une sortie scolaire, y compris en arborant un signe religieux, mais par contre, on oublie de dire qu'on n'a pas le droit de faire du prosélytisme. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que, pourquoi je donne cet exemple? C'est que aujourd'hui, chez les enfants, il y a une très grande approximation de la connaissance des lois. Il y a une très grande approximation de la connaissance du droit. Et quand on connaît mal le droit, on est soumis aux discriminations, qu'elles soient d'ordre social, celle auquel vous faites référence, mais aussi simplement du droit commun, qui est celle que nous sommes tous égaux devant la loi. Je pense que dans le cadre de l'école, la meilleure solution,
pragmatique qui doit se financer, c'est d'apprendre le droit aux enfants, mais aussi la philosophie dès le plus jeune âge. Évidemment, avec des pédagogies qui soient adaptées à chaque âge. Parce que si on apprend aux enfants dès le plus jeune âge qu'on n'a pas le droit de toucher les fesses d'une fille, même si on en a la pulsion, parce que c'est illégal, on a peut-être une chance qu'arrivé à l'âge adulte, la question du harcèlement et de porter atteinte à l'intégrité physique d'une femme pour des raisons de domination masculine ne soit plus qu'un souvenir. Et donc, on est dans cette situation. Il faut aujourd'hui budgéter cela, préparer les enseignants à cela, parce que enseigner le droit, c'est une discipline et ce n'est pas simplement un dispositif qui est enseigné dans les quelques heures au collège d'éducation civique et morale, car il n'y a rien de civique et il n'y a rien de moral dans cette affaire-là. Il n'y a qu'une question de rapport à la loi et qu'un rapport à la philosophie. Car quand on parle des valeurs de la République, les valeurs de la République ne sont pas qu'un dogme, elles sont aussi une approche philosophique de comment est-ce qu'on fait société ensemble et qu'est-ce qu'on a le droit de faire ensemble et ce qu'on n'a pas le droit de faire ensemble par rapport à un rapport à l'autre et par rapport à soi. Philippe parlait tout à l'heure notamment du rapport à Kant. Quand on parle de Kant, on parle de philosophie. Et si on ne comprend pas que Kant influence énormément à travers toute son œuvre la projection éducative de la France, eh ben, on peut s'interroger sur comment les adultes ont oublié d'où vient l'école, car elle ne vient pas seulement de Jules Ferry, elle vient aussi des philosophes des Lumières qui l'ont précédé. Donc, il y a tout un rapport à l'interrogation de l'institution scolaire à travers son interrogation avec des disciplines et non pas avec l'opinion publique et certainement pas avec les réseaux sociaux. On n'interroge pas l'école à travers les thèses millénaristes de l'an 1000 qui trouvent leur traduction aujourd'hui dans les théories du complot et les fake news. On les interroge au regard de la recherche, on les interroge au regard de ceux qui savent, et ceux qui produisent la connaissance et le savoir se trouvent à l'université. Et aujourd'hui, on ne finance pas suffisamment de thèses pour permettre à cette recherche de se développer, de redonner à la recherche française ses lettres de noblesse, car si nous ne redonnons pas à la recherche ses lettres de noblesse, nous ne les redonnons pas non plus aux enseignants qui sont dépositaires de transmettre ces savoirs et ces connaissances qui sont produits à l'université et non pas sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose de très concret qui doit se financer parce qu'il doit se penser. Ça veut dire aussi qu'il faut développer des défenseurs des droits de l'enfant dans chaque académie, car on ne peut pas continuer à faire des entorses aux droits des enfants. Par exemple, il y a ces chefs d'établissement qui, au mépris de la loi, mesurent la taille des jupes des filles ou donnent leur avis sur le fait que le cheveu de ces jeunes filles, car c'est souvent des jeunes filles sur qui ça s'adresse, ne soient pas d'accord avec la couleur de leurs cheveux pour leur interdire l'accès à l'école. Nous sommes dans ces rapports-là. Donc la question de la formation au droit est quelque chose qui se prend sur le temps long. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas l'effort aujourd'hui de former les nouvelles générations à ces questions-là, nous aurons bien du mal de le demander quand les enfants d'aujourd'hui arriveront à l'âge adulte. Et c'est bien ça dont il est question. Donc voilà, moi je pense que cette question d'enseigner le droit et la philosophie dès le plus jeune âge est quelque chose de central, car aujourd'hui, clairement, on est en train de réinterroger le contrat social qui nous lie et à travers lui, le rôle et la fonction des services publics. Donc, les réinterroger, ça veut pas. Il y a une vraie tension par rapport à tout ça. Philippe le disait tout à l'heure, et moi-même par rapport à la commercialisation. Est-ce que les services publics doivent être soumis à la rentabilité financière? Est-ce qu'on oublie les externalités dont elles sont liées? Et là, ça fait toute la différence. En France, nous avons fait le choix que l'accès à l'école était du droit commun. C'est que tous les enfants, indépendamment de la famille où ils étaient nés et indépendamment du territoire dans lequel ils habitaient, devaient avoir accès au service public d'éducation nationale. Et qu'un bachelier, pour prendre les filières générales, quel qu'il soit, quelle que soit la famille dans laquelle il est né ou quel que soit le territoire dans lequel il habite, a le droit d'avoir accès à l'université. Nous ne sommes pas dans le système nord-américain dans lequel on doit s'endetter sur plusieurs années pour avoir accès à l'université. La France est un autre modèle de société parce que nous parions sur le fait que l'éducation, et donc le droit, permet aux Françaises et aux Français et à tous nos concitoyens de vivre dans un cadre pacifiste, dans un cadre de respect de soi et de respect de l'autre, et non pas parier sur une école qui d'une certaine façon est un peu censitaire, je pense au modèle états-unien, et qui finalement fait la régulation sociale non pas en pariant sur la raison et les lumières, mais plutôt en développant un système de répression exorbitant d'un point de vue financier et aussi un système carcéral
très développé qui permet de faire un contrôle social, et en particulier des plus pauvres et des classes dominées, notamment celles qui sont soit afro-américaines, etc., parce que c'est à ce que vous faisiez référence un peu tout à l'heure, soit en les réprimant et en les mettant en prison. Il y a de nombreuses études sociologiques là-dessus. En France, nous avons fait le pari de l'école. Et l'école, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, certes, mais on préfère, nous, comme disait Victor Hugo, parier sur l'école plutôt que de parier sur les prisons. Il existe de nombreuses réflexions sur le sujet de l'inégalité et de nombreuses actions plus ou moins concluantes. Outre introduire le droit et la philosophie, quelles autres pistes contre ces inégalités? Je viens intervenir dans la suite de Rodrigo, d'abord pour dire mon plein accord sur les 2 points qu'il a évoqués, le droit et la philosophie comme exercice de travail dès l'école maternelle. Moi, j'ai toujours souligné que dans une démocratie, c'était le droit qui prenait naturellement la place de ce que faisait le catéchisme dans une théocratie. Hein, il faut quelque chose qui fasse tenir ensemble. On n'a pas de catéchisme, et heureusement qu'on n'a pas de catéchisme, mais on a ce qui s'est substitué de manière émancipatrice au catéchisme, c'est le droit qui garantit l'intégrité psychologique et physique des personnes. Je crois à un enseignement du droit de plein exercice, avec une initiation dès l'école primaire et avec une discipline de plein droit, sans jeu de mots, à partir du collège. Je crois aussi à la nécessité de donner de l'espace pour la réflexion philosophique et le débat à visée philosophique, pour reprendre les propositions déjà anciennes maintenant de gens que Dominique connaît bien, comme Michel Tozzi et d'autres. Et nous savons que ceci existait dans les programmes, ça a été gommé récemment. Cela aujourd'hui n'est possible que par des initiatives à caractère extrêmement marginal et par des gens qui, entre guillemets, prennent des risques. Je crois qu'il faut très clairement remettre cela sur le devant de la scène. Alors maintenant, je vais tenter de répondre d'une manière pragmatique, comme cela est demandé, à la question qui avait été posée par Gérard tout à l'heure sur l'égalité des chances. Alors, moi, je voudrais dire une bonne fois pour toutes que pour moi, le paradigme de l'égalité des chances est un paradigme extrêmement dangereux. L'égalité des chances, j'ai l'habitude de dire en rigolant, il y a la Française des Jeux pour ça, tous ceux qui gagnent ont joué. Je ne suis pas du tout en accord avec ce paradigme-là. Je crois à l'égalité du droit d'accès de tous à l'éducation. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental qui devrait être rappelé beaucoup plus que cela ne l'est. Alors, pour aller dans le sens de ce que disait Gérard et être très pragmatique en même temps, 4 leviers. Un levier à caractère financier, un levier à caractère institutionnel, un levier à caractère pédagogique et un levier dans le domaine de la formation. Un levier à caractère financier d'abord. Dominique a évoqué la création des ZEP en 81. Nous avons de très nombreux travaux et de très nombreuses recherches sur l'évolution de ces ZEP. Nous savons qu'elles n'ont pas répondu aux attentes et aujourd'hui, nous avons une connaissance absolument parfaite de ce qui se passe, à savoir qu'un élève de 6e d'une REP et même d'un REP+, coûte moins cher aux contribuables qu'un élève de 6e d'un collège de centre-ville. Pourquoi? Parce que dans les collèges de REP, nous avons des vacataires et des contractuels, nous avons des professeurs débutants, et que si on ne se contente pas de prendre le budget supplémentaire affecté à ces collèges, mais qu'on prend le budget consolidé, c'est-à-dire salaire compris, et qu'on divise par le nombre d'élèves, on s'aperçoit que là où on prétend donner plus à ceux qui ont moins, on donne en réalité moins à ceux qui ont moins. Donc, il y a un travail de clarification à faire autour de ça. Aujourd'hui, quand on regarde le coût d'un élève en grande difficulté par rapport au coût d'un élève en classe préparatoire aux grandes écoles, on est quand même assez effaré. Le coût d'un élève en prépa, d'ailleurs, par rapport à un élève en première année d'université est assez effarant. Hein. C'est de l'ordre de 3 à 4 fois plus. Il me semble qu'on a une remise en place de nos priorités à faire. Et que si on veut, comme le préconisait Alain Savary en 81, donner non seulement plus, mais mieux, plus et mieux à ceux qui ont moins, je pense qu'il faut repenser clairement les critères de dotation, à la fois en moyens financiers, mais aussi en personnel des établissements scolaires. De la même manière que le général de Gaulle l'a fait
pendant les 30 Glorieuses, quand il s'agit de fabriquer, entre guillemets, c'était ses propres propos, une génération d'ingénieurs, il a diminué les horaires des profs de prépa d'une manière extraordinaire en leur disant qu'ils étaient l'artillerie avancée et la frange avancée du corps enseignant et qu'il fallait le marquer d'une manière claire. Eh bien, je crois qu'il faudrait faire un choix du même ordre, évidemment pas le même choix pour les enseignants qui se trouvent au front, c'est-à-dire qui se trouvent avec les élèves les plus en difficulté, qui ont les problèmes les plus lourds à résoudre et qui vivent dans les situations les plus difficiles. Donc, il y a des vrais choix à faire aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faudrait, une bonne fois pour toutes, décharger un petit peu plus les enseignants de réseaux d'éducation prioritaire, revoir les critères de classement des établissements sur un continuum et non pas sur des catégories. Je ne vais pas être trop dans le détail technique, Dominique, par rapport à ça. Il y a des écrits là-dessus. On les avait rendus publics à l'occasion de la précédente élection présidentielle. On saurait faire cela techniquement. Je pense qu'il faudrait maintenant le faire. Levier financier d'abord. Même à financement égal, essayer de répartir autrement les financements pour ne pas toujours arroser là où c'est mouillé et donner de l'argent aux riches. Deuxièmement, levier institutionnel. Rodrigo l'a évoqué, ça a été très largement confirmé pendant la période du confinement. Il y a des familles qui sont culturellement et sociologiquement extrêmement éloignées de l'école et avec lesquelles le contact, la communication est extrêmement difficile. Or, les enseignants, pour l'immense majorité d'entre eux, n'ont ni les moyens ni le temps d'accueillir ces familles, de les rencontrer, voire d'aller les chercher. Et ils ne vont les chercher en général que quand un élève est en très grande difficulté ou menacé d'expulsion. Il y a déjà très longtemps maintenant que je fais partie de ceux qui demandent que les professeurs principaux de l'enseignement secondaire ne bénéficient pas simplement d'une prime, mais d'une réelle décharge de 2 à 3 heures supplémentaires avec un bureau dans l'établissement, avec un téléphone dans ce bureau, un ordinateur dans ce bureau, qui leur permettent de contacter les familles, qui leur permettent de les rencontrer, de les accueillir en étant à leur disposition un certain nombre d'heures par semaine et non pas simplement d'attendre que l'élève soit en situation d'expulsion pour leur lancer un avertissement. Je pense qu'il faut là-dessus améliorer la fonction d'interface entre l'enseignant et les familles les plus éloignées de l'école. La France est d'ailleurs extrêmement en retard dans ce domaine. La plupart des pays déchargent les professeurs principaux pour qu'ils puissent jouer ce rôle de lien avec les familles et qu'ils puissent prendre du temps pour aller au-devant des familles les plus éloignées de l'école. La France ne le fait pas. C'est impossible. L'enseignant qui veut aller au-devant d'une famille ou travailler avec des familles, il ne sait pas même où les rencontrer. On sait l'état des lieux où se rencontrent les enseignants et les familles dans ces établissements. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de lieu à minima convivial pour cela. Donc, il y a un levier institutionnel très facile à activer là-dessus. Là encore, nous avons des textes qui sont rédigés depuis longtemps. Troisième levier, un levier évidemment pédagogique. Nous commençons à savoir, même si nous ne savons pas d'une manière extrêmement précise, qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre d'élèves, plus que d'autres, peinent à l'école. Il y a des travaux de recherche là-dessus qui quand même sont maintenant relativement développés. Il me semble qu'il faut développer, améliorer la collaboration entre les chercheurs et les enseignants pour que les uns et les autres travaillent ensemble sur les raisons pédagogiques et les leviers pédagogiques de lutte contre l'échec scolaire. Il y en a. Je pense qu'on peut développer toute une série de pédagogies qui permettent à des enfants de trouver leur place. Je pense aussi, et c'est un point que nous partageons avec Rodrigo, que nous pourrions dans ce domaine explorer beaucoup plus systématiquement l'entraide entre élèves, les pédagogies de la coopération. Je suis pour ma part assez partisan des classes multiniveaux, à la fois au primaire, mais aussi je suis partisan qu'on les expérimente dans le secondaire, en ayant par exemple des classes comportant une moitié de sixième, une moitié de cinquième, avec des élèves qui travaillent et s'entraident
dans ce domaine-là. On connaît aussi, on a certains éléments sur ce qu'on appelle les unités pédagogiques fonctionnelles. Je m'excuse d'être un peu technique sur cette affaire-là, mais on a des travaux internationaux assez convergents qui montrent qu'au-delà de 120 enfants gérés d'une manière à peu près cohérente par un groupe de 8 à 10 enseignants, on a des coûts sociaux extrêmement importants et une efficacité pédagogique extrêmement diminuée. Nous savons que l'unité pédagogique la plus fonctionnelle, elle est 120 élèves ou 120 étudiants pris en charge par une dizaine d'adultes qui travaillent en équipe et qui n'ont que ces élèves-là, hein, et non pas qui sont répartis sur la totalité de l'établissement. Ce qui veut dire qu'on disposerait d'un levier là relativement simple à activer. Ça consiste non pas à faire des établissements de 120 élèves, parce que ça, on n'en a évidemment pas les moyens dans l'immédiat, mais à organiser les établissements en microstructures de 100 à 120 enfants, encadrés par un groupe de 5 à 10 ou 12, cela dépendra, je ne vais pas rentrer dans le détail, enseignants qui disposeraient d'une relative liberté pédagogique, avec le fait que les 120 enfants connaîtraient précisément l'équipe solidaire d'enseignants qui s'occupent d'eux et que ces enseignants travailleraient ensemble pour s'occuper ensemble de ce même groupe d'élèves. Alors, je vais pas vous accabler sous des résultats de recherche, mais sur cette question-là, où j'ai fait un petit peu de ce qu'on appelle des méta-analyses, les résultats de recherche sont assez étonnants, puisque aux États-Unis, on s'aperçoit par exemple que dès lors qu'on a des groupes à taille humaine, je dis 120 élèves, 10 enseignants, 8 à 10 enseignants, eh bien, la taille du groupe surdétermine la réussite des élèves bien plus que la pédagogie qui est pratiquée. Et ça diminue la violence, ça améliore le suivi individuel, ça améliore l'implication. On passe de ce que Bernstein appelait le code sériel à ce qu'il appelait le code intégré, c'est-à-dire à une éducation, au sens où l'évoquait Rodrigo tout à l'heure, qui soit une éducation cohérente d'une équipe solidaire sur un groupe d'enfants qui se connaissent et qui constituent une unité. Voilà. C'est évidemment extrêmement éloigné de ce qui se passe aujourd'hui dans les collèges et dans les lycées, hein, où les enseignants ne sont jamais en équipe avec les mêmes élèves, où les élèves ne voient jamais leurs enseignants en même temps, où il n'y a pas ce qu'on appelle dans notre jargon un isomorphisme entre le système régulé et le sous-système régulateur, c'est-à-dire le système des élèves et le système des enseignants qui le régulent. Vous connaissez la loi d'Ashby. Quand un sous-système régulateur n'est pas isomorphe au système qu'il régule, il ne régule plus que la part du système homogène avec lui-même, ce qui veut dire que globalement, on ne régule plus que les élèves qui peuvent s'identifier individuellement ou collectivement à quelques-uns des enseignants qui sont dans l'équipe. Donc ça fait partie des leviers dont nous savons qu'ils pourraient être efficaces. Il pourrait d'ailleurs être mis en œuvre sans contrainte immédiate. On pourrait parfaitement proposer que dans les établissements scolaires, collèges et lycées, là où les enseignants s'en sentent capables et le veulent, eh bien, ils se constituent en équipe et prennent en charge la responsabilité d'un micro-lycée, d'une unité pédagogique composée de 4 classes, de 6e, de 5e ou 3 secondes, une terminale, peu importe, et qu'il fonctionne avec ses élèves de cette manière isomorphe que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, c'était levier financier, levier institutionnel avec ce que j'ai appelé les professeurs principaux et le travail auprès des familles les plus en difficulté, levier pédagogique. Un mot sur les leviers en termes de formation, pour dire, puisque c'est des questions qui nous ont été posées, y compris avec leurs répercussions budgétaires, qu'on insiste beaucoup aujourd'hui sur la formation initiale, on a raison, mais insuffisamment sur la formation continue. Moi, je suis très attaché aux travaux d'Huberman, qui nous a montré il y a déjà bien longtemps, je ne sais pas si Gérard s'en souvient, c'était sur le département de l'Ain, que
quelques interventions en formation continue à un moment où des problèmes avaient déjà été repérés pouvaient être beaucoup plus efficaces que des informations qui tombaient un peu à plat en formation initiale. Je crois à cela et je crois que la formation continue n'est pas simplement en difficulté, qu'elle est aujourd'hui totalement sinistrée, dans le premier et le second degré. Dominique a connu comme moi l'époque où les enseignants du premier degré avaient la possibilité d'avoir 2 fois 6 semaines de formation continue dans leur année. Nous en sommes extrêmement loin aujourd'hui. Nous n'avons que quelques épisodes d'une demi-journée de formation continue exclusivement descendante qui transcrivent les inscriptions, les injonctions ministérielles. Donc, il y a là à travailler sur une formation continue d'accompagnement et pas une formation continue de conformation sur les programmes, par exemple. Bon, on peut imaginer quand même que quand les programmes changent, bien sûr, les IPR vont venir expliquer que le programme de SVT ou le programme d'histoire a légèrement bougé, que telle chose est introduite. On peut imaginer que ça, les enseignants peuvent le maîtriser assez facilement. En revanche, que des enseignants soient accompagnés dans un processus de résolution de problèmes professionnels sur la durée, qu'ils se revoient régulièrement en ayant pu expérimenter des choses et en rendant compte de ce qu'ils ont expérimenté, etc., c'est absolument essentiel et indispensable. Mais pour développer la formation continue, là aussi, il y a un impact budgétaire, puisque c'était la question qui nous était posée. Il faut des remplaçants. Il faut donc augmenter, évidemment, le nombre de titulaires mobiles qui sont susceptibles de remplacer les enseignants pendant qu'ils sont en formation, puisqu'il ne peut pas être question, bien évidemment, de laisser les élèves abandonnés à eux-mêmes. Donc, pour aller vers cette égalité du droit à l'éducation qu'évoquait tout à l'heure Gérard, je dirais qu'il y a des leviers financiers, on peut les actionner, il y a des leviers institutionnels, il y a des leviers pédagogiques, il y a des leviers formatifs. Je ne dis pas que si on actionne tout ça, on aura résolu ni qu'on résoudra du jour au lendemain et miraculeusement la question des inégalités sociales. La question des inégalités sociales sera résolue à travers une politique économique et sociale différente. Hein, et on ne peut pas charger l'école de faire une politique économique et sociale différente. On peut charger l'école de prendre sa part dans la lutte contre les inégalités économiques et sociales. Elle peut le faire, je donne quelques exemples, mais il faudrait que ceci soit conjugué avec toute une réflexion, évidemment, sur la pauvreté. On a appris hier qu'un Français sur 6 vivait au-dessous du seuil de pauvreté, sur la question du logement, sur la question de l'accès à l'informatique qui était évoquée tout à l'heure, et sur toutes les questions d'aide à la parentalité, sur lesquelles on pourrait dire que la France est particulièrement en retard par rapport encore à l'ensemble des pays européens. Je vais m'arrêter là. J'ai essayé d'être à la fois construit et pragmatique, comme cela m'était demandé, en faisant des propositions, y compris qui peuvent faire l'objet de chiffrage éventuellement. Et on en a quelques-uns déjà à votre disposition si vous le souhaitez. Faut-il réinterroger la forme scolaire, c'est-à-dire la transmission verticale et théorique des savoirs? Vous parlez justement de l'évolution des formes scolaires qui sont aussi liées à l'évolution de la séparation des écoles ou des établissements généraux ou des établissements professionnels. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la scolarité, on sépare la main du cerveau, ce qui n'existe pas dans les petites classes parce qu'on sait, la recherche le dit, mais Philippe peut le dire mieux que moi, que pour maîtriser une technologie et donc un savoir, on lie à la fois la main et le cerveau, et qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la scolarité, on tend à les dissocier aussi parce qu'on est dans le mépris du travail manuel dans notre pays et qui se traduit après la sortie de l'école. D'ailleurs, les personnes aujourd'hui qui nous maintiennent en vie sont fondamentalement des personnes qui font des travails manuels dans le milieu scolaire. Je pense évidemment aux ATTE qui font le ménage et qui font l'objet d'un mépris de classe évident et qui sont aussi les salaires les plus bas dans l'enceinte scolaire, alors que ce sont eux, elles, et surtout elles, parce que ce sont fondamentalement des femmes qui sont en charge aujourd'hui de sauver les vies simplement en nettoyant les établissements. Donc, ça dit beaucoup de choses, tout ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si on continue à dissocier les choses, on nie en fait ce qu'est l'école. On parlait tout à l'heure, vous parlez du numérique par exemple. En France, pour apprendre à écrire, on apprend d'abord à dessiner. Et que pour apprendre à dessiner, on considère qu'on met 3 ans quand on est enfant, c'est-à-dire l'école maternelle. Pourquoi? Parce qu'on met 3 ans à maîtriser une technologie qui s'appelle le stylo.
En France, on écrit avec un stylo. On n'écrit pas en taillant sur un mur, comme à une époque où on était graveur sur pierre, ou alors on n'écrit pas comme les hommes préhistoriques en crapotant des poudres colorées sur un mur pour s'exprimer tout ce qu'on met comme somme de connaissances et de savoir. Donc, si on met 3 ans pour maîtriser le stylo à la maternelle, c'est aussi parce qu'on met un certain nombre d'années, notamment l'école élémentaire, à maîtriser l'alphabet. Et qu'ensuite, on met encore un certain nombre d'années pour maîtriser le français. Et que grosso modo, pour pouvoir lire, écrire le français, la France pense que son modèle éducatif, en fait, nécessite 13 ans de scolarisation, c'est-à-dire depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans minimum. Ce n'était pas le cas des Sumériens, puisque les Sumériens mettaient 6 ans. Tout ce que je vous raconte là est dans le livre passionnant de Marianne Wolf qui s'appelle Proust et le calamar. Évidemment, je l'applique à notre réalité. Donc, la question qui se pose, c'est que on ne peut pas ensuite arriver au collège dissocier le travail manuel du travail intellectuel. Ils sont intimement liés. D'autant plus quand on est à l'avènement d'une avancée technologique que vous faites référence, Dominique, qui s'appelle le numérique, qui nécessite à la fois la maîtrise technologique de l'outil numérique, comme on maîtrise le stylo, et une maîtrise intellectuelle, qui est la somme de savoir et de connaissances et les affections qu'apporte cette révolution technologique en milieu scolaire. Et aujourd'hui, nous nous accordions à l'époque, avec notamment Bernard Stiegler et Philippe aussi, puisqu'on avait parlé de ce sujet-là, qu'il faut financer des centaines de thèses pour comprendre ce qui se passe et quels sont les impacts qu'amène le numérique en milieu scolaire, mais aussi dans l'ensemble de la société. Et nous en sommes extrêmement loin. Nous sommes extrêmement loin. Donc, oui, l'école est un levier. L'école est un levier, car si on considère que l'école est la colonne vertébrale de la République, alors elle mérite d'être davantage financée. Et là, on rentre dans le PLF. La France finance 8% en moins que la moyenne des pays de l'OCDE dans les dépenses éducatives depuis plusieurs années. Donc, il y a un rattrapage à faire. Mais il y a un rattrapage à faire non pas pour dire on développe une enveloppe budgétaire, c'est un rattrapage pour quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas des dépenses budgétaires à l'école comme on pouvait les faire dans les années 90, puisque nous avons beaucoup plus de connaissances et de savoir de ce qu'il convient de faire pour faire en sorte que le projet républicain se développe à l'école en 2020 que dans les années 90. Nous avons une expérience pragmatique. Les pédagogues comme Philippe Mérieux en font état régulièrement puisqu'ils se nourrissent des études récentes. Et ce qu'ils disent aujourd'hui est de façon systémique, et je parle sous ton contrôle Philippe, évidemment systémique, ancrée dans un développement intellectuel de nombreuses années, mais ils s'agrémentent des recherches actuelles pour conforter ou invalider les hypothèses. Et c'est bien cela qu'il convient de faire aujourd'hui. On ne sépare pas la mise en œuvre pragmatique dans l'école de la recherche intellectuelle à l'université, les deux sont liés. Les enseignants opposent-ils une résistance à transformer la forme scolaire ? Les enseignants et ceux qui pensent l'école n'échappent pas à ces représentations-là. Je vais être caricatural, mais Jean-Michel Blanquer, qui est ministre actuellement, ou Emmanuel Macron, qui est président de la République, n'ont jamais été à l'école publique. Ils ont toujours été dans des écoles privées confessionnelles. Donc, ça ne les disqualifie pas. Mais pour autant, ça interroge. Ils n'échappent pas à leur propre représentation. Et d'ailleurs, un certain nombre de lois qui sont produites ou un certain nombre de budgets qui ont été votés correspondent à ces représentations-là. Quand, par exemple, ils font les vacances apprenantes dans un centre commercial Auchan. Ils n'échappent pas à leur représentation. Les enseignants non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si le projet éducatif nécessite d'aller sur des petits groupes, comme dit Philippe, et que je partage complètement, c'est pas parce que tout à coup, on veut une école familiale. C'est parce que des petits groupes créent des synergies qui sont plus efficaces dans les apprentissages et aussi dans la vie en collectivité. On ne vit pas en collectivité de la même façon dans un lycée de 2500 élèves que dans un lycée de 300 à 400 élèves. Ce n'est pas vrai. Les modes d'interaction sont différentes. On ne mange pas de la même façon dans un lycée avec 200 à 300 élèves ou un établissement à 200 élèves que dans un lycée à 3000 élèves ou dans lesquels il y a 3 à 4 services. On ne construit pas de la même façon un bâti scolaire en respectant les normes environnementales nécessaires dans le cadre de l'écologie et du développement durable sur un bâti de 2000 à 2500 élèves que sur un bâti de 200 à 300 élèves parce qu'on ne pense pas de la même façon la ville. On ne pose pas de la même façon la place qu'occupe l'école au cœur d'un quartier
d'une ville, d'un territoire, d'un département. Par exemple, il vient d'être voté au département de la Seine-Saint-Denis Oui, pardon. un budget d'1 milliard d'euros pour les collèges. Voilà. C'est concret, parce que la réflexion qu'il y a autour de ça est différente. Elle est différente. Elle est différente, y compris sur la façon dont on pense les toilettes, genrées, et qui sont des véritables lieux de souffrance dans notre pays. On ne pense pas de la même façon la circulation dans les bâtis scolaires, dans des petites unités que dans des unités industrielles, dans lesquelles sont l'essentiel de nos enfants dès qu'ils arrivent au lycée, voire au collège. Donc, tout ça est très concret et très pragmatique, parce que non seulement c'est une conception de comment est-ce qu'on pense l'école dans le cœur du système éducatif, mais aussi les financements qui vont avec. Et oui, quand l'école, c'est 1 million d'emplois, oui, il faut augmenter les salaires. D'abord parce que c'est une façon de valoriser les enseignants dans une société dans laquelle le salaire représente aussi la façon dont on traite et dont on considère les gens, mais aussi parce que les enseignants sont aussi des acteurs économiques. Quand je parle de bâti scolaire, un collège, c'est entre 25 et 30 millions d'euros. C'est un levier économique. Quand on parle de cantine scolaire et qu'on considère que les enfants ne doivent pas manger des pesticides, ça veut dire qu'on repense la façon dont on produit la nourriture des cantines scolaires. Et par exemple, aujourd'hui, on peut tout à fait penser, ce qui est tout à fait moderne aujourd'hui, de penser par exemple la production aquaponique de végétaux pour nourrir en crudité les cantines scolaires. Eh ben, on ne les pense pas de la même façon en petite unité, dans un petit établissement dont ils affectent la production, que ces fermes d'aquaponie qui en fait se font au mépris de la souffrance animale des poissons qui produisent ces végétaux-là, mais aussi sont dans des logiques de rentabilité financière et non pas d'équilibre alimentaire. Donc, les petites unités sont centrales, non pas parce qu'on veut des petites unités, parce qu'elles en disent long aussi dans la façon dont on traite les enfants, dont on traite les enseignants, qui, in fine, auront aussi cette bienveillance en direction de leurs propres enfants. Et nous pensons, nous, aujourd'hui, que nous avons une dette de sens par rapport aux enseignants, une dette de sens par rapport aux élèves, parce que si nous ne faisons pas aujourd'hui ces transformations profondes et indispensables pour redonner à l'école ses lettres de noblesse et aux enseignants aussi, alors nous produisons une génération d'élèves qui, comme Greta Thunberg, disent que l'école ne sert à rien, non pas que l'école ne serve à rien, c'est qu'elle ne lui donne pas les outils pour pouvoir affronter les enjeux auxquels sa génération est confrontée, qui est le monde que nous leur léguons. Voilà la dette de sens que nous avons. Et je suis en parfaite symbiose avec ce que dit Philippe Mérieux, non pas sur une question logistique et matérielle des petites unités, parce qu'elles ont un sens pédagogique, éducatif et civique, et donc qui donnent un impact sur la réalisation de la société que nous voulons pour nos enfants et pour l'avenir de la France. Formation des enseignants des IUFM à aujourd'hui, les leçons du passé et les urgences. J'ai essayé de faire l'analyse que sollicite Gérard. Je pense que le péché originel des IUFM, c'est la place du concours. C'est le fait d'avoir mis le concours au milieu, alors qu'il fallait le mettre évidemment au début avec 2 années pleines de formation. Aujourd'hui, on fait pire puisqu'on le met à la fin, enfin, au milieu et à la fin. Donc, on est en période de régression de ce côté-là. Oui, si on avait pu avoir un concours en début de formation ou un demi-concours, enfin une épreuve d'admissibilité en début de formation et 2 années pleines de formation et non pas une année de bachotage et une année de remplacement, comme on a eu de fait très vite dans les IUFM, on aurait pu faire des IUFM des lieux de formation assez superbes. Et d'ailleurs, il s'est fait des choses assez superbes, mais elles se sont faites en dépit de situations qui étaient quand même un petit peu compliqué et institutionnellement pas complètement abouti. Il me semble que les IUFM sont restés un peu au milieu du gué. Moi, je raconte parfois un vieux souvenir, une discussion avec Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale. Nous avions fait dans la commission, dite commission Bancel de préfiguration des IUFM, 2 types de simulations, une simulation avec le concours au début, une simulation avec le concours à la fin. Et comme on n'arrivait pas à mettre d'accord les universitaires et les organisations syndicales, eh bien, le ministre nous a proposé de trancher en mettant le concours au milieu, sur quoi nous n'avions aucune simulation ni aucune anticipation, puisque les 2 parties d'ailleurs étaient hostiles à cette formule du concours au milieu. Elles
voulait soit l'une le concours au début, soit l'autre le concours à la fin. Aucune ne souhaitait ce concours au milieu. Donc on a fait quelque chose qui était une cote mal taillée. Maintenant, il faudrait prendre le temps de faire une enquête extrêmement précise, IUFM par IUFM, et de voir aussi les évolutions, parce que ce qui s'est passé en 89 a été beaucoup amendé par la suite, jusqu'à Xavier Darcos, qui a quasiment vidé les IUFM de toute substance. Hein, totalement, pratiquement totalement. Voilà. Mais je pense qu'il y avait dans la création des IUFM une inspiration que je revendique bien volontiers, qui était de dire il y a des instituts permettant de former des enseignants à la fois du premier et du second degré, avec une série d'exigences. C'est une formation à la fois d'adultes, donc on ne forme pas des gamins, on ne les infantilise pas. Bon, c'est une formation professionnelle et non pas académique, donc ce n'est pas une juxtaposition d'enseignement académique sur le mode sériel. C'est une formation par alternance, donc par alternance avec une véritable interaction dans cette alternance, et c'est une formation qui est qualifiante, c'est-à-dire qui donne la possibilité d'accéder de fait au métier. Formation d'adultes professionnels par alternance et au métier, et tout cela porté par une université avec une exigence universitaire. Ça reste pour moi les 4 ou 5 points sur lesquels il faut travailler pour la formation initiale. Voilà. Mais si j'avais, je le redis, à donner une priorité aujourd'hui, ce serait d'abord d'arrêter le massacre des INSPE, c'est-à-dire d'arrêter la réforme en cours des INSPE, d'une part, de remettre tout à plat et de réfléchir à une formule qui soit un peu moins préoccupante, et simultanément de remettre en route d'une manière très volontariste la formation continue, y compris dans un premier temps sur la base du volontariat, des universités d'été, en veux-tu, en voilà, même si tout le monde n'y va pas. Les universités qui ont existé à partir de 81, 82 jusqu'à 90, 95 étaient de formidables lieux de rencontres, d'échanges de pratiques, d'échanges de savoir, de mutualisation des apports des différents chercheurs avec les praticiens, etc. etc. Mais il y a une impulsion à donner qui pourrait être une occasion en même temps pour des enseignants de se reconstruire un peu sur le plan identitaire. Parce que c'est vrai, je fais partie de cette génération, mais Dominique se souvient de ça aussi, et toi aussi Gérard, on fait partie de cette génération où, grâce au MAFPEN, grâce à toutes ces choses-là qui étaient évoquées tout à l'heure, on s'est construit quand même une identité. On n'a pas révolutionné le monde, on n'a pas résolu tous les problèmes, mais on s'est construit une identité d'enseignant dont on était plutôt fier, d'enseignants plutôt chercheurs, curieux, inventeurs, inventifs. Et cette identité, aujourd'hui, elle est très largement perdue. Pour intervenir beaucoup dans le premier degré, je peux témoigner que globalement, il n'y a que les quelques rencontres que peuvent organiser des organisations comme le SNU-IPP, par exemple, qui un tout petit peu permettent de retrouver cette inspiration-là. On en a fait une avec Dominique Bucheton, je crois. Je ne sais pas si elle s'en souvient, ça peut-être. Voilà, mais des temps comme ça, l'institution ne les a pas portés, ne les porte plus, et c'est pour le moral des enseignants, c'est quelque chose de très préoccupant à mes yeux. Et pour leur morale, pour leur considération, pour leur statut, pour leur rapport à leur métier. Voilà. Je suis toujours sidéré, je l'ai été quand je suis devenu vice-président de la région, par le fait que les dépenses d'éducation et de formation ne sont pas considérées dans le budget de l'État comme des dépenses d'investissement, mais comme des dépenses de fonctionnement. Et que ça n'est pas considéré comme un investissement, l'éducation. C'est quand même assez étonnant et même assez incroyable, puisque c'est probablement l'investissement le plus important et le plus intéressant pour notre avenir. La question des 16-18 ans sortis du système scolaire. Un certain nombre de dispositifs existent. Il y a les missions locales, il y a des dispositifs comme les écoles de la deuxième chance, par exemple, ou des choses comme ça. Mais dans une forme d'incohérence absolue, et puis sans qu'il y ait véritablement de travail un peu
articulée de concertation entre les régions, l'éducation nationale, les entreprises aussi qui peuvent jouer un rôle, en particulier à travers l'apprentissage. On pourrait d'ailleurs parler de cette question de l'apprentissage assez longuement. Je sais qu'elle tient aussi à cœur à Sabine Rubin. Le gouvernement actuel vante les vertus de l'apprentissage, mais en réalité, il laisse se creuser un écart considérable entre deux types d'apprentissage. Ce qui aujourd'hui marche très bien, et pour cause, c'est l'apprentissage de niveau 1, 2, 3, c'est-à-dire l'apprentissage de haut niveau. Pour être ingénieur France Télécom, on peut le faire par apprentissage. Il y a des tas de gens qui se bousculent au portillon parce que ça permet d'avoir ses études payées alors qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Donc l'apprentissage existe à ce niveau-là et on ne cesse de créer des CFA privés qui permettent de faire monter en charge l'apprentissage à assez haut niveau de qualification. Et puis il y a l'apprentissage un peu moins prestigieux, l'apprentissage dans lequel on envoie les enfants qui ne parviennent pas à suivre dans les lycées professionnels, les filières traditionnelles. Voilà. Alors, autour de ça, il faudrait bien évidemment discuter. Il faudrait discuter aussi sur le rôle des lycées professionnels par rapport à l'apprentissage. Il y a des lycées professionnels qui font de l'apprentissage. Il y a aussi un problème de cohérence du cursus entre le cursus d'apprentissage et le cursus du lycée professionnel. Il y aurait toute une harmonisation à faire entre les deux cursus, puisque les deux cursus n'ont pas le même type d'alternance, et que donc il y a une impossibilité de travailler en lycée professionnel de la même manière avec les deux types de cursus. Et il y a évidemment toute une réflexion à faire sur l'articulation apprentissage-lycée professionnel. Pour ma part, je pense que là-dessus, nous continuons à faire ce qui avait été engagé il y a déjà bien longtemps, je pense à Derobien ou d'autres, c'est-à-dire sur les jeunes de 16-18, nous continuons à sous-traiter l'échec scolaire au patronat. Quelques mots sur l'évaluation. Il faudrait consacrer pratiquement une séance d'1 heure ou 1 heure et demie spécifiquement là-dessus, parce que c'est une question évidemment totalement, absolument essentielle, et que leur caractère modélisateur est très important. Tous les travaux montrent que les évaluations modélisent les pratiques. On sait bien que c'est ainsi que l'éducation physique, par exemple, a beaucoup progressé au plan didactique. C'est parce qu'elle a changé les procédures d'évaluation et qu'on s'est mis à ne plus évaluer les performances, mais les compétences. Et qu'à partir de là, les pratiques didactiques ont évidemment évolué et qu'elles ont évolué d'une manière extrêmement significative. Donc, évidemment, l'école forme ce qui est évalué d'une manière systématique. Et si elle ne le faisait pas, à la fois les parents et les enfants s'en plaindraient. Donc, l'évaluation est un levier de changement absolument déterminant.